Salut tout le monde! Donc aujourd'hui, je vous partage un petit guide pour voyager avec des enfants. Moi, je me suis beaucoup fait dire à quel point j'étais courageuse, surtout quand on est allé à Disney puis que Laurence, elle avait même pas encore 2 ans. Quand on fait nos road trips aux États-Unis, quand on fait nos road trips pendant l'été. D'ailleurs, on part dans une semaine au Saguenay. Puis je me fais vraiment souvent dire ça de moi je serais pas capable, mes enfants endurent pas la route, tu sais c'est trop compliqué, je m'amuserai pas, puis je vois ça de plus en plus. J'ai vu des TikTok justement cette semaine sur des mamans qui disaient tu sais à quel point que tout le monde s'amuse sauf toi quand que t'es en vacances, etc. Puis je vais vous partager mes trucs pour que ce soit plus agréable, pour que votre voyage, vos vacances fonctionnent. Puis c'est vraiment pour des enfants, je dirais, de naissants. Un petit peu plus loin que naissant, là, mettons 1 an à 10 ans, là, la période avant pré-ado, qui sont capables de s'organiser, puis sont plus grands, puis ont besoin de moins de choses, puis de routine, puis de toutes ces choses-là. Mais je vais vous partager 10 trucs qui fonctionnent super bien, puis je sais qu'il y a des trucs que vous allez peut-être être réticente en disant que ben ça fonctionnera pas pour moi. Je vous dis, faites juste le faire, essayez-le, ça fonctionne. Les enfants en vacances, ça va super bien, puis si on attend soit plus vieux, mais tu sais c'est beaucoup d'années de notre vie qu'on s'empêche nous de vivre des vacances, des road trips, des voyages, et c'est aussi des années, peut-être des souvenirs qu'on va pas avoir l'occasion de construire avec nos enfants. Donc c'est pour ça que je vous partage ces 10 trucs là dans mon petit guide de voyage avec des enfants. Donc la première chose que je vous dirais, c'est de choisir un hébergement qui a un espace cuisine ou cuisinette. Ça n'a pas besoin d'être un espace qui est super gros. Et aussi un hébergement qui a au moins une chambre séparée. Parce que vous allez pas vous endormir en même temps que vos enfants. Donc, c'est sûr qu'une chambre d'hôtel, quand on n'a pas le choix, on n'a pas le choix. Mais tout ce qui est Airbnb, location de chalet, toutes ces choses-là, c'est tellement plus avantageux que de louer une chambre d'hôtel quand on a des enfants parce qu'il y a l'espace cuisinette. Donc, on est capable de réfrigérer des breuvages, d'être capable de se faire notre déjeuner avant de partir le matin parce que veut pas aussi, en vacances, en voyage, de faire déjeuner, dîner, souper à l'extérieur. Ça peut devenir quand même assez cher. Puis des fois, on a juste besoin d'un petit plus, d'un petit quelque chose. Fait que d'être capable de faire déjeuner, d'être capable de peut-être faire les dîners, tu sais, un espace qu'on peut préparer nos sandwichs ou un repas ou 2 dans la semaine. Ça l'aide vraiment beaucoup. Puis la chambre supplémentaire, c'est que c'est ça, on s'endort pas en même temps que nos enfants. Puis on a besoin aussi de passer un peu de temps en amoureux, ou si on part avec des amis, on a envie de veiller un petit peu plus tard. Donc d'avoir une chambre supplémentaire, ça permet au moins de coucher les enfants, même si nous on dort sur le sofa qui se déplie ou quelque chose comme ça, ben c'est vraiment 1000 fois plus avantageux d'avoir au moins une chambre où les enfants peuvent dormir pendant que nous, on profite un petit peu plus de la soirée. Le deuxième élément qui va peut-être en faire sursauter plusieurs, mais c'est de planifier au strict minimum. Là, je suis sûre que les mamans là, qui sont hyper organisatrices ou celles qui se disent ben voyons donc ça va à contresens, il faut vraiment tout planifier. Écoute-moi bien là-dessus. Ce qu'il faut que tu planifies, c'est ton transport, ton hébergement, si tu comptes te déplacer souvent, au moins ton premier hébergement. Puis les grosses activités, si tu as des activités qui sont très touristiques, que tu sais que probablement que ça va être pris d'avance, ben oui, réserve ces activités-là. Mais en dehors de ça, si tu planifies chaque journée à un horaire militaire, c'est sûr à 1000% que tes vacances, ils vont mal finir et que ça va crasher. Je te garantis. Avec des enfants, il faut planifier le strict minimum pour être capable de s'ajuster à la journée. Donc, si jamais tes enfants sont plus fatigués une journée parce que justement la veille vous êtes allé faire une grosse activité, vous êtes revenu plus tard, tu sais, d'être capable le lendemain matin de prendre ça relax, de pas se dire ok ben là on a une activité à 9h, il faut absolument être parti du chalet, de la chambre ou peu importe, à cette heure-là, tu sais, d'avoir un horaire qui est vraiment trop fixe, ben c'est là que les meltdowns, les crises de bacon, le chiolage, ça me tente pas, puis ces affaires-là, c'est là que ça l'embarque, puis là, ça devient désagréable pour vous les parents, puis ça devient désagréable pour les enfants, ça devient que la journée est pas le fun, ça va pas bien. Puis aussi, si on planifie trop, par exemple, qu'il y a une journée qui a un gros orage, une journée qui fait beaucoup trop chaud finalement pour passer une journée totalement à l'extérieur, tu sais, c'est d'être capable de s'adapter à la température, de s'adapter au mood de tout le monde, de se dire ok ben aujourd'hui on prend une journée relax, ok aujourd'hui là on a repris nos forces, on est capable de sortir, donc de vraiment de planifier au strict minimum parce que si on planifie trop à la seconde près toute la journée, ce sera pas des vacances pour personne, ça va mal finir puis on risque de gérer beaucoup plus de crises quand on planifie trop. Combien de fois j'ai lu et j'ai entendu des mamans dire j'ai l'impression d'amener ma maison avec moi quand je voyage.
Ça, c'est parce qu'on a tendance à overpacker, à over tout apporter. On a tellement peur de manquer de quelque chose. Si tu t'en vas dans un autre pays qui n'est pas un pays du tiers-monde, écoute, tu as accès à tout partout. Si tu manques de couches, si tu manques de lait, si finalement tu n'as pas pacté assez de maillots de bain, il y a des magasins partout, puis tu vas être capable de t'en trouver. Fait que amène le strict minimum, puis assure-toi de pas trop overpacker tes bagages. Ça va te sauver beaucoup d'énergie la veille du départ ou en tout cas les journées avant que tu vas packer. Tu vas emmener moins de bagages, ça va être moins lourd. Puis tu sais, c'est pas juste une question de combien ça va te coûter à l'aéroport pour tes gros bagages, c'est une question de faut que tu les traînes. Donc tout ce qui est voyagement entre la maison, le transport, l'hébergement, c'est tout des choses supplémentaires. Puis après ça, si jamais tu achètes des choses sur place, ben là, tu es tellement packé que là, ce que tu achètes, tu n'es pas capable de le rentrer. Puis là, ça crée du stress non nécessaire, ça crée une ambiance qui est un peu négative. Fait que là, je vais te donner quelques trucs pour voyager léger. La première chose que nous, on fait, c'est de packer nos vêtements dans des packing cubes. Donc ça, j'en ai déjà parlé dans une autre vidéo. Puis avant de partir au Saguenay, je vais vous filmer une vidéo updatée de qu'est-ce qu'on apporte en road trip, en voyage, parce que je l'ai faite pour les autres voyages et road trip qu'on a fait, mais je vais vous remontrer ça. Donc vous allez pouvoir les voir dans ma vidéo, mais sinon je vais être capable de vous mettre des liens en barre d'infos ici. Des packing cubes, c'est des petits cubes de rangement qui fait qu'on peut compresser des vêtements, les rouler, les plier ou même les catégoriser par ok, mais ça c'est le cube pour enfant numéro 1, ça c'est le cube pour enfant numéro 2, ça c'est le mien, celui de mon chum. Ça fait que ça rentre mieux dans la valise, puis ça peut aussi nous restreindre à se dire ok, mais moi j'amène juste la quantité de vêtements qui rentrent dans ce cube-là pour moi, point final. Mon deuxième conseil pour voyager léger, c'est d'avoir un sac à dos par membre de la famille. Donc dans ce sac à dos-là, on va retrouver des collations, la bouteille d'eau, des jeux, des items peut-être un petit peu plus personnels que chaque personne va être responsable d'apporter. Donc là, ça dépend si vous avez un enfant d'1 an, peut-être pas lui mettre son sac à dos. Mais en faisant ça comme ça, après ça, ça permet qu'on peut avoir une ou deux grosses valises pour toute la famille. On apporte ça, c'est fini. Merci, bonsoir. Sinon, un autre truc, c'est d'utiliser la versatilité d'un vêtement. Donc, d'être capable de le réutiliser plusieurs fois pendant le voyage. Donc, on n'a pas nécessairement d'apporter, si on part 7 jours, on ne va pas apporter 7 chandails, 7 shorts, 7 vestes. Oui, on va apporter 7 sous-vêtements, 7 par-le-bas. Mais, exemple, que c'est un peu plus frais le soir, puis que tu portes pas ta veste toute la journée, mais tu as juste à t'apporter une veste pour 7 jours pour la 1 ou 2 heures que tu passes le soir autour du feu ou quelque chose comme ça. Tu sais, vous comprenez un peu le principe, t'as pas besoin de 3 manteaux de pluie, t'en as juste besoin d'un. T'as pas besoin de porter un maillot de bain par jour, tu sais, tu peux en apporter un par 2-3 jours, par exemple. Donc, c'est toutes des choses comme ça que tu peux vérifier. T'as pas besoin d'avoir une paire de souliers par outfit. Donc, ça, c'est vraiment à considérer quand on fait nos voyages. Une autre chose, c'est les gros items. Tu sais, quand on a des jeunes enfants, on va avoir tendance à vouloir apporter la poussette parapluie, la grosse poussette, on va vouloir apporter la chaise haute pliable, on va apporter le parc pour le bébé. Tu sais, toutes ces choses-là, c'est des gros morceaux qui fait que ça devient encombrant. La plupart des places, quand on y va dans les chalets, les Airbnb, puis même les hôtels, ils ont déjà des parcs disponibles, des chaises hautes, ils ont déjà tous ces équipements-là, donc tu n'as pas besoin de les apporter. Donc assure-toi juste de prendre une place qui a ces choses-là. Renseigne-toi même, peut-être qu'ils sont capables de dire « Ah oui, on n'en a pas, mais dans tel chalet, oui, puis on peut être capable de faire le switch. » C'est informe-toi, demande-le, réserve une place qui a déjà des trucs familiales pour pas être obligé d'amener toutes ces choses à toi. Puis dans les restos, à place d'amener ta chaise haute, amène des wipes pour bien désinfecter toute la chaise haute et voilà. Et le dernier point pour voyager léger, c'est de vraiment amener le minimum en termes de jeux et jouets pour les enfants. Donc moi, ce que je fais souvent, c'est que je vais apporter des jeux ou jouets dans leur sac à dos pour le transport, donc que ce soit l'avion, le train, l'auto, peu importe. Je vais apporter des jeux qui vont pouvoir jouer dans le moyen de transport. Puis sinon, je vais peut-être apporter 1 ou 2 jeux qu'on peut jouer. Exemple, qu'on est au chalet puis qu'il pleut, oui, on va avoir des jeux pour ça. Mais j'amène pas 8 gros bacs de jouets, j'amène vraiment le minimum parce qu'en voyage, en vacances, ce qui est le fun, c'est de partir à la découverte, de jouer dehors, de s'amuser avec des choses qui sont simples puis que de vraiment juste partir à la découverte. Donc, sortir de notre confort, de nos choses, puis de vraiment apprécier de le lieu où on s'en va, qu'est-ce qu'il y a à offrir. C'est sûr qu'il y a des parcs à proximité, c'est sûr qu'il y a une piscine, un feu, une forêt pour faire de la randonnée, qu'il y a des activités qu'on peut faire. Donc, toutes ces choses-là, c'est pas nécessaire d'amener les jouets quand on a tout ça qui nous entoure.
Et maintenant, le quatrième conseil pour comment voyager avec des enfants, c'est, je pense que c'est le plus important, c'est le lâcher prise. Ce sera pas comme à la maison, ce sera pas parfait. C'est le moment de laisser tes enfants explorer, jouer dans la boue, sauter dans les flaques d'eau. C'est le moment de dire oh, c'est pas grave si mon enfant se couche plus tard. C'est le moment de dire ben ça se peut qu'on est toutes fatiguées et qu'on a juste envie de manger une crème glacée pour souper puis c'est pas grave. C'est pas grave si ton plus petit tache son chandail. C'est pas grave si finalement il y a une activité qui est annulée. C'est pas grave s'il pleut. C'est lâche prise sur tes stress internes à toi en tant que parent, lâche prise sur la météo, sur qu'est-ce qui pourrait arriver, tu sais, lâche prise sur toutes ces choses-là. Vous êtes en vacances, vous êtes en voyage, c'est pas grave s'il y a plus ou moins de télé le matin parce que tu as envie de prendre ton café sur le beau balcon du chalet pendant que les enfants écoutent la télé. C'est pas grave si vous mangez des céréales sucrées tout le long des vacances, c'est pas grave. Faut lâcher prise. C'est ça qui est beau des voyages puis des vacances. C'est juste de vivre le moment présent puis de vraiment lâcher prise sur tout ce qui nous angoisse puis de tout ce que ah oui mais moi je le ferais pas comme ça. C'est pas grave. Le point numéro 5 est un peu relié au point numéro 4. Donc c'est de laisser la routine à la maison. Comme je disais dans l'intro, ça se peut que pour certaines circonstances, c'est un enfant différent, c'est un enfant a des besoins particuliers, ça peut différer, ça se peut que c'est un enfant autiste, que ta routine est hyper importante. Puis là, dans ce cas-là, ce point-là ne s'adresse pas à toi. Tu es la mieux placée pour savoir qu'est-ce qui est mieux pour ton enfant. Mais là, je te parle en général. OK, on a toutes des routines, on fonctionne toutes avec des routines en tant que parents, mais en vacances, en voyage, lâchez prise sur la routine, laissez-la à la maison. Puis là, je vous entends dire, oui, mais si mon enfant se couche pas à 8 heures pile, c'est la crise le lendemain matin, ça se peut que la première, tu sais, la deuxième journée, là, après que vous voulez coucher plus tard, que ce soit un petit peu l'enfer. Mais les enfants, ils ont une très grande capacité d'adaptation, puis quand c'est différent, ben c'est sûr qu'eux-mêmes s'attendent à ce que la routine soit différente. Fait que c'est vraiment pas grave. Laissez la routine à la maison. Oui, vous allez manger plus tard ou manger plus tôt. Oui, ça se peut que vous sautez un bain, puis c'est vraiment pas grave. Puis il y a plein de choses comme ça dans la routine qui vont changer, puis c'est correct, c'est normal. Puis il faut vraiment apprendre à lâcher cette routine-là. Les enfants aussi ont besoin d'être capables de comprendre le changement pour être capable de s'adapter au changement parce que tout le long de notre vie, ados, adultes, personnes âgées, on a fait toute face à des changements. Puis souvent, il y a des gens qui ont de la misère à faire face aux changements pour des conditions externes, mais il y en a que c'est parce qu'ils ont été trop longtemps habitués à une routine. Si tu n'es pas capable de lâcher cette routine-là, ben ton enfant va toujours avoir un peu de difficulté avec les changements. Le point numéro 6, c'est d'utiliser au maximum le porte-bébé quand on a des jeunes enfants. Même si tu as un enfant de 2 ans, le porte-bébé va être ton meilleur ami. Donc, à moins d'avoir un jeune bébé qui ne se tient pas du tout bien assis dans une poussette parapluie, moi, je te dirais de laisser la grosse poussette à la maison puis d'apporter une poussette parapluie qui se plie super bien et un porte-bébé. Le porte-bébé va te sauver la vie si tu es dans une ville qui est plus mouvementée, si justement tu as envie de faire quelque chose le soir mais que ton petit a goût de dormir, mais tu vas pouvoir le mettre là-dedans. Si tu fais une activité de plein air, même à 2 ans, oui, ils marchent, puis oui, ils sont capables, mais si tu fais une sortie pendant 3 heures, probablement qu'ils ne sont pas capables de toffer 3 heures en forêt, exemple, pour une petite randonnée ou quelque chose comme ça. Donc, le porte-bébé va être très utile. Et si vous partez en avion, le porte-bébé, pour nous, ça a vraiment été un sauveur parce qu'on pouvait avoir l'enfant sur nous. Donc, nous, on avait Laurence, qu'on avait en porte-bébé, qu'on était capable de transporter pendant qu'on faisait l'embarquement puis le débarquement de l'avion. C'était 1000 fois plus simple que là, OK, tu tiens dans un bras, tu tiens l'autre bagage. C'est trop compliqué. Fait que le porte-bébé, c'est un sauveur si vous avez des jeunes enfants. Apportez-en un à 1000%. Nous, on a un Chimperwood Trek. Tisser, c'est la vie. Le point numéro 7, et ça c'est vraiment comme essentiel, ok? C'est essentiel, mais je pense que peut-être que vous le savez déjà, là, mais ne pas négliger les collations et les bouteilles d'eau. Donc, nous, à chaque fois qu'on part, que ce soit un road trip en voyage, peu importe, avion, train, auto, on apporte nos bouteilles d'eau réutilisables. On ne sait jamais quand est-ce qu'un enfant va avoir soif. Quand ils ont soif ou qu'ils ont faim, c'est là. C'est pas dans 2 heures. Puis, on apporte tout le temps des collations, fait que ça permet de pas avoir de petites crisettes de j'ai faim puis t'attends un repas au restaurant, t'es entre 2 places, tu sais, ou peu importe,
tu as une collation à portée de main, c'est super facile, ça évite une crise. Et aussi le fait qu'avoir des collations, mais ça t'évite de dépenser de l'argent pour, ok, on va aller acheter des sacs de chips pour tout le monde, on va aller acheter des barbes à papa, on va aller acheter telle affaire, oui, c'est le fun de temps en temps, mais si tu fais ça toute la journée, ça va te coûter cher, ça sera pas super bon pour l'environnement. Puis aussi, tu vas te tanner à tout le temps être à la course des collations, donc apporte tes collations et tes bouteilles d'eau réutilisables, tu me remercieras plus tard. Le point numéro 8, c'est de penser à nous les adultes. Donc oui, il faut faire des activités qui sont familiales, mais on peut aussi faire des activités qui sont pour nous et adaptées aux enfants. Donc, exemple, aller au musée, aller voir une exposition, aller à un spectacle. On s'entend que faut quand même que ce soit, comme je dis, quand même adapté pour que les enfants puissent y être, même si c'est une activité qui est typiquement pour adultes. Mais comme ça va ouvrir les horizons à vos enfants, puis vous allez passer un bon moment. Donc, c'est pas nécessairement nécessaire d'aller dans toutes les activités pour enfants, genre si tu vas dans les Laurentides, de juste faire le Pays des Merveilles, le village du Père Noël, puis tu sais, tu vois, genre, t'es pas obligé de juste faire des activités comme ça. Tu peux faire quelques activités pour les enfants, mais aussi des activités pour les adultes que les enfants peuvent suivre pour essayer de les habituer puis les ouvrir à ça. Donc, l'art, la culture, l'histoire, le plein air, il y a toutes sortes de choses que vous pouvez faire qui vont vous plaire à vous, les adultes, puis que les enfants vont pouvoir suivre, même si c'est pas une activité 100% pour eux. Le prochain point, c'est de profiter de la culture et de la diversité à l'endroit où on visite. Donc c'est sûr que si on vient de Montréal, qu'on s'en va au Saguenay, mis à part les bleuets, les microbrasseries, la tourtière, l'accent, il n'y a pas de grande différence. Mais si on s'en va dans un autre pays ou qu'on s'en va dans un état américain qui est vraiment totalement différent du nôtre, c'est super pertinent pour les enfants et pour nous les adultes d'apprendre à connaître cette culture-là, puis de vraiment apprécier à 100%, que ce soit d'apprendre les mots de la langue, que ce soit de goûter à des plats locaux. Donc oui, un McDo, ça dépend, il y en a partout dans le monde, si on est pressé, c'est comme une valeur sûre, mais il faut essayer de sortir de ce moule-là, puis de faire découvrir, on peut même en faire des jeux avec les enfants, justement, on apprend un mot en espagnol, exemple, parce qu'on est à Cuba ou qu'on est en Espagne, puis que là, on essaie d'en spotter dans la rue. Tu sais, on peut faire des jeux autour de ça. Ça peut être un jeu, justement, pendant qu'on est dans le train, dans l'auto, puis pour les goûts locaux, mais tu sais, on peut tout le temps tout tourner en jeu qui va faire que c'est super le fun pour les enfants. Moi, récemment, j'ai téléchargé l'application Duolingo sur mon téléphone, j'apprends des mots d'espagnol, puis Félix, il a commencé à travailler ça avec moi, il va avoir 7 ans dans 2 mois, puis il trouve ça super cool, fait que c'est vraiment le fun de voir les enfants, tu sais, le moindre moment qu'on tourne quelque chose en jeu ou en quelque chose qui est drôle, le fun, mais les enfants vont vouloir embarquer, donc on peut faire ça avec la culture locale, donc c'est un apprentissage, puis en même temps, c'est un petit jeu, puis ça nous fait vraiment goûter au plaisir d'être sur place, puis on peut être surpris, à moins que l'enfant ait une allergie ou une intolérance quelconque pour la nourriture, on peut vraiment être surpris d'à quel point que les papilles gustatives des enfants, ils vont vraiment s'adapter. Moi, ce que je recommande de faire, surtout pour la nourriture, c'est de nous, adultes, commander un plat différent, d'essayer de commander un plat qui est plus ou moins habituel pour les enfants, puis après ça, on peut leur faire goûter quelque chose de nos plats, puis là, ça va vraiment développer leur goût. Puis autant pour les activités, d'essayer de voir qu'est-ce qui est vraiment spécial sur place, que ça va vraiment représenter la diversité, la culture de la place, mais qui va être aussi plaisant pour les enfants. Donc, comme que je dis, autant culturel, historique, gustatif, tout est super le fun de découvrir d'autres cultures. Et le point numéro 10, qui est le dernier et non le moindre, c'est de visiter des spots qui sont peu touristiques. Pourquoi? Parce que les spots touristiques, oui, on peut en faire quelques-uns. C'est sûr que si on va à Paris, ben, on veut visiter la Tour Eiffel. Si on va à New York, ben, on va vouloir visiter la Statue de la Liberté. Sauf que plus les trucs sont touristiques, plus ça va coûter cher, plus il va y avoir de monde, plus peut-être qu'on va être stressé de perdre les enfants, ça va être difficile de se promener avec la poussette, on va moins bien voir. Donc il y a toutes ces choses-là qui s'additionnent. Donc si on va dans les spots qui sont moins touristiques, sinon ça va coûter moins cher, on va avoir moins peur de perdre nos enfants parce qu'il va y avoir nécessairement moins de monde, et on va être capable de mieux circuler avec les poussettes en tenant les mains avec le porte-bébé, on va être beaucoup plus à l'aise. Puis c'est ça, on va en général juste avoir une meilleure expérience parce qu'on va avoir une meilleure vue, on va être plus détendu, on va trouver ça le fun. Puis en même temps, ça fait une belle découverte parce que ça va être vraiment des choses qu'on n'aura pas vues à la télé, lues dans un livre d'histoire. Tu sais, avec YouTube, on peut vraiment écouter toutes sortes de vidéos. Donc souvent, on va être influencé par certains spots très touristiques. Mais là, ça va vraiment faire différent. Puis, on va vraiment être plus détendu en tant que parent. Et voilà, la vidéo est terminée sur le petit guide vacances, voyage avec des jeunes enfants. Donc si jamais vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de faire
un beau thumbs up et de vous abonner à ma chaîne si c'est pas déjà fait. Et si jamais vous avez des trucs et des astuces pour voyager avec des enfants que vous avez le goût de partager avec d'autres parents, marquez-les en commentaire, ça va me faire plaisir de vous lire. On est rendu pas mal aguerris, nous, mais on peut toujours apprendre. Je suis sûre qu'il y a quelqu'un quelque part qui a un conseil, un truc, quelque chose que je dois faire. Ah ben oui, pourquoi j'ai jamais pensé à ça? Fait que marque-moi ça en commentaire. Et la semaine prochaine, on se retrouve pour ma vidéo sur nos valises que je vais pacter pour le lac Saint-Jean. Donc, je vais vous montrer les sacs des enfants, donc qu'est-ce que j'apporte pour la route et aussi qu'est-ce qu'on apporte dans nos valises pour un voyage d'une semaine au lac Saint-Jean. Je dirais que c'est plus des vacances qu'un voyage. Pour moi, un voyage, je prends l'avion. J'ai tellement hâte de prendre l'avion, je sais pas pour vous autres, là, mais moi, là, j'ai vraiment hâte. Et après ça, la semaine suivante, il va y avoir une vidéo sur justement notre petit périple au lac Saint-Jean. Donc, si jamais vous avez le goût de suivre ça, abonnez-vous parce que vous voulez pas manquer ça. Bye!